Bonjour, Abel Abelson ici avec une vidéo aujourd'hui sur pourquoi es-tu malheureux. Alors nous avons tous plein de problèmes spécifiques, concrets avec des gens, des situations à l'école, au travail, etc., etc. Mais en fait, en dessous de ces problèmes, dans la profondeur, il y a en effet trois causes très fondamentales, très profondes, trois racines de ces malheurs. Et si on peut faire quelque chose avec ces racines, du coup, ça aura un effet énorme sur tous ces malheurs spécifiques, concrets qu'on a à la superficie. Alors, problème numéro 1, c'est un faux modèle du monde qu'on a dans la tête. Qu'est-ce que je veux dire par un modèle du monde? Alors, le monde même, on n'a pas vraiment un accès direct. Tout ce qui se passe autour de nous passe par nos sens de perception et par là va être processé et ça, c'est ce que pour nous c'est le monde. En fait, ce n'est pas le monde, c'est le résultat de ce processus et c'est ça qu'on a dans la tête. De toute façon, il y a autour de nous plein de fréquences, plein de choses, plein de phénomènes qu'on soit ne perçoit pas consciemment, qu'on perçoit inconsciemment, mais qu'on ne peut pas processer consciemment, soit on n'a même pas le matériel nécessaire de perception pour les percevoir. Par exemple, pour donner un exemple simple, il y a plein de fréquences de lumière, on va dire, de ondes électromagnétiques, qu'on ne peut pas percevoir. Certains autres animaux peuvent les percevoir, nous, on ne peut pas les percevoir. Ça veut dire qu'autour de nous, et ce n'est pas seulement des ondes électromagnétiques, il y a plein de choses qui passent autour de nous, qui en fait dépassent notre perception, qui en fait sont là, mais qui ne font pas partie de notre monde. Donc, le modèle du monde qu'on a dans notre tête ne correspond de toute façon jamais à 100%, même peut-être pas à 1%. Je ne sais pas, je ne vais pas le savoir, il n'y a pas moyen de savoir. La seule chose que je peux savoir, c'est que je ne le sais pas à 100%. Ce modèle du monde ne correspond pas exactement. Mais dans quelle mesure le modèle du monde dans ma tête correspond avec le monde réel est extrêmement important. Et passons maintenant de la physique plutôt au social, aux personnes, aux gens, aux humains. Le modèle qu'on a des gens en général et de chaque personne en particulier qu'on a rencontré ou qui fait partie de nos cercles peut aussi être plus ou moins correct, peut aussi plus ou moins correspondre avec ces personnes, avec cette société, avec les gens, l'humanité, etc. Et alors le modèle qu'on a des gens, des personnes, est de la même manière que le monde aussi partiellement faux. Et cela pour deux grandes raisons. Un peu comparable comme ce que je viens de dire, on ne perçoit pas tout, en bref. Deux, et là c'est un aspect très intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec cela, parce que quand on rencontre une personne, le cerveau doit très rapidement faire un modèle de cette personne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si le cerveau ne fonctionnerait pas comme ça la plupart du temps, sur base de généralisation, de catégories, de décisions rapides, de perceptions à moitié, de modèles qu'on fait vite fait, on serait soit fou dans quelques secondes parce qu'il y a beaucoup trop qui passe autour de nous, donc de toute façon il faut faire plein d'abstractions, soit et où on serait mort aussi, parce que si à chaque fois que quelqu'un vient vers nous avec un couteau et on est là, attends, je vais analyser ça très tranquillement en prenant en compte tous les paramètres possibles, etc., on serait mort. On fait vite fait une généralisation, paf, et ça aide beaucoup à notre survie. Le problème, c'est que ces modèles peuvent bien aider à notre survie, mais ils peuvent aussi causer un malheur constant pour autant qu'ils sont faux et qu'on n'est pas conscient qu'ils sont faux. Qu'ils sont faux, on ne peut pas l'éviter. De toute façon, ils vont être plus ou moins faux. Mais si on est conscient du fait qu'ils sont faux, on peut faire quelque chose avec. Alors le deuxième aspect pour lequel les modèles des personnes qu'on a sont faux est, et ça devient très intéressant pour les neurodivergents, les gens non neurotypiques, c'est que quand on a une personne qui est devant nous,
on a forcément plein d'inconnus. C'est comme si on a un puzzle, il y a plein de parties qui manquent. En fait, quand on rencontre pour la première fois une personne, c'est comme si un puzzle de 1 million de pièces, et en fait, on n'a que 10 pièces. On va le dire comme ça, parce qu'une personne est extrêmement complexe, et donc quand on la rencontre pour la première fois, ou même la deuxième, ou même la troisième fois, qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'informations visuelles, on a un peu d'informations inconscientes aussi, de phéromones et de tout ça. On a un peu de données sur ce que cette personne dit, exprime, et puis c'est tout. Et puis tout le reste, en fait, c'est tout blanc, c'est comme des tâches inconnues. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau va remplir ces taches blanches avec des projections. Alors ces projections viennent partiellement de nos expériences antérieures, mais aussi, et là c'est le point intéressant pour les neurodivergents, ces projections viennent aussi de nous-mêmes. On va projeter des aspects de nous-mêmes sur les parties blanches, les parties inconnues de la personne qu'on a devant nous. Et on est inconscient de ce fait, en général. Donc en gros, quelqu'un se présente devant nous, il y a quelques petites données, quasi rien en fait, qu'on sait vraiment de savoir, qu'on a perçu sur cette personne, et tout le reste, c'est des projections, et sur base de cela, on fait le modèle de cette personne. Alors pour les neurotypiques, on va dire, c'est possible qu'une grande partie de ces projections, quand ils sont devant un autre neurotypique, ce qui est la majorité des cas, c'est possible que ces projections sont majoritairement correctes. Et donc, en fait, son modèle de cette personne va plus ou moins correspondre avec cette personne. Quand ce neurotypique est devant nous et il remplit les parties blanches inconnues de nous avec sa projection de lui-même sur nous, il va y avoir beaucoup d'erreurs. Et là, on a déjà un problème. Le même problème, on a quand nous-mêmes, nous projetons notre propre neurologie, nos propres caractéristiques sur ce neurotypique. Ça va clocher, ça ne va pas marcher, mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce processus. Sauf si, bien sûr, on a vu cette vidéo. Alors, il ne faut pas seulement voir cette vidéo pour avoir conscience de ce fait, parce que maintenant, c'est un concept qu'on peut ajouter à la liste de ces concepts. Il faut aussi s'entraîner, je dirais, pour continuellement être conscient de ce fait. Voilà pourquoi il y a une énorme quantité de malheur social, je vais dire, qui en fait, si on est conscient de tous ces processus, et surtout le processus de projection de son propre esprit et ses propres caractéristiques psychologiques, neurologiques, etc., sur les autres, on peut éviter plein de ce malheur. Alors ça, c'est cause de racine numéro 1 de beaucoup de malheurs qu'on a en tant que personne et surtout en tant que personne neurodivergente, en tant que personne non neurotypique. Si on n'est pas conscient de cela, c'est comme si on bouge parmi des avatars, des caractères dans un monde imaginaire 3D qu'on colle sur les personnes réelles. On interagit avec ces avatars qui sont des produits de notre propre esprit, majoritairement, et tout va mal. Alors la deuxième cause générale à la racine de beaucoup de notre malheur, surtout en tant que neurodivergent aussi, c'est un peu la même chose que la première, mais tournée vers l'intérieur. C'est avoir un modèle de soi-même qui est faux, qui ne correspond pas avec la réalité de soi-même. On a des caractéristiques naturelles, on a des tendances, mais on a un modèle de nous qui ne correspond pas du tout avec ces caractéristiques et ces réalités. On pense qu'on a des caractéristiques qu'en réalité on n'a pas. On pense ne pas avoir des caractéristiques qu'en réalité on a. Et donc la personne qu'on pense être n'est pas du tout la personne qu'on est réellement. En plus, il y a plein de désirs autour de nous, envers nous, des désirs des parents qu'on soit, je ne sais pas comment, des partenaires qu'on soit, je ne sais pas comment, des enfants aussi, des voisins, des gens au boulot, des managers,
des collègues, tout ce qu'on veut, il y a une sorte d'océan de désir autour de nous et inconsciemment, on va incorporer cela dans le modèle, de manière positive ou négative. On va peut-être penser que certains de ces désirs, on peut les remplir, tandis qu'en fait, naturellement parlant, on ne peut pas. Tout le monde a des limites et des caractéristiques à sa neurologie et sa psychologie, et vice-versa, d'autres qu'on pense ne pas pouvoir remplir, et en fait, on pourrait facilement les remplir. Nous sommes pour nous-mêmes une sorte d'amalgame de beaucoup de projections et quelques petites observations. Et ça, on peut améliorer. On peut améliorer l'image qu'on a de nous-mêmes, on peut devenir lucide sur soi-même, comme on peut aussi devenir lucide sur le monde. Au lieu d'être en train de jouer avec les projections, on essaye d'être lucide, d'être en contact le plus possible, le plus correct et radicalement honnête possible avec ce qu'il y a réellement autour de nous et dans nous. Alors qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut une sorte d'observation continuelle et radicalement honnête. Et je veux vraiment dire radicalement honnête. Donc, si on a une caractéristique, on l'a. Si on veut l'avoir ou ne pas l'avoir, ça ne change rien au fait qu'on l'a. Si on n'a pas une caractéristique, on ne l'a pas. Si on le veut ou pas, on ne l'a pas. C'est ça l'observation radicale. Si après, on ressent qu'on est triste parce qu'on n'a pas cette caractéristique, on ajoute cela à l'observation de nous-mêmes. Tiens, je suis quelqu'un, à cet instant maintenant dans ma vie, qui paraît être triste pour ne pas avoir cette caractéristique. On ajoute cela. Hop, peut-être cela nous donne une autre émotion. Ah, on observe cela, on ajoute cela au modèle qu'on a de nous-mêmes. En fait, il n'y a personne, nulle part, jamais, qui peut me connaître aussi bien que moi-même. Il n'y a personne qui peut te connaître aussi bien à toi que toi-même. Il n'y a personne qui passe autant de temps avec toi que toi-même. Si tu serais vraiment radicalement honnête avec toi, tu te connaîtrais comme jamais personne n'a connu, jamais personne d'autre. Et donc là, il y a un travail à faire qui, pour ma part, est comme le travail le plus noble et le plus fantastique, si on veut, de faire. C'est phénoménal. C'est apprendre à se connaître petit à petit. Comme un scientifique qui connaît des phénomènes, qui étudie des phénomènes, mais aussi avec une sorte de bénévolence, au lieu d'être une sorte de juge super noir qui juge tout ce qu'il y a, c'est simplement aussi connaître, pour finalement que tout soit mieux. Si on observe d'ailleurs ce juge dans son intérieur, c'est à ajouter dans les observations. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein à faire avec cela. On a beaucoup qu'on peut faire avec cela. Donner une certaine honnêteté radicale, tant envers le monde qu'envers soi-même. Et cela nous mène en fait à la troisième racine radicale du malheur, c'est ne pas faire son deuil. Et ne pas faire son deuil, cela s'applique à la première racine, le monde extérieur, et à la deuxième racine, le monde intérieur. Les choses ne sont pas comme on le veut. Jamais toutes les choses sont comme on le veut, tant extérieurement qu'intérieurement. Alors le problème n'est pas que les choses ne sont pas comme nous le voulons, le problème c'est qu'on ne fait pas le processus entier du deuil de cela. Alors le processus entier du deuil, on le connaît, parfois on dit en 7 étapes, parfois on dit en 5 étapes. Les 5 étapes principales, c'est d'abord le déni. C'est un peu dans ça que quasiment tout le monde que moi je vois, ils sont. Dans le déni. Tout ce qu'ils n'aiment pas, ils regardent ailleurs. Et puis, ils pensent qu'ils sont plus ou moins contents. En fait, il y a un mal-être en dessous énorme qui est irrésoluble, qui reste là tout le temps. Ils sont toujours mal, en fait, mais ils regardent toujours ailleurs et ils fuient dans la consommation, et ils fuient dans des occupations, et ils fuient dans le travail ou les études, ou quoi que ce soit. Ils fuient. Mais en fait, tout cela, c'est du déni. Et en fait, on pourrait même dire que la société autour de nous est une bande de gens
qui sont tous drogués par leur propre déni. Et ils courent, et ils prennent la drogue de leur propre déni. Et cela a comme résultat le monde qu'on a autour de nous. Alors nous-mêmes, nous participons à ce déni, souvent, sauf si on devient conscient de ça aussi, et qu'on a vraiment ce désir profond de terminer avec cette connerie et de passer à autre chose. Alors on observe qu'on est en déni et on fait quelque chose avec. On voit qu'on est en déni, on dit « j'en ai marre de mon propre déni » et on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la rage. Une fois qu'on a arrêté de nier qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas et de nier en concret cette chose-là qu'on n'aime pas et cette autre chose-là qu'on n'aime pas, on termine de nier qu'ils sont là et on les accepte tous comme des réalités, alors il y a plein de rage. Par exemple, dans le domaine écologique, on va être enragé contre tout le monde qui participe au désastre écologique et il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de rage là, mais encore une fois, si on veut passer à la prochaine étape du deuil et si on veut arriver quelque part ailleurs que dans un malheur, râlage continuel, habituel, il va falloir passer à la prochaine étape du deuil. Si on veut passer à la prochaine étape du deuil, il faut laisser entrer cette rage en soi, il faut la laisser travailler, il faut l'accepter, il faut l'intégrer dans sa vie, alors on peut passer à la prochaine étape qui est marchander. Alors je vais être court sur le marchandage, vous allez savoir quand vous faites du marchandage, on essaye, ça ne marche pas non plus, et à la fin de cette étape, on tombe dans la déprime. Alors la déprime, c'est phénoménal. Moi je trouve la déprime phénoménale. C'est un état génial en fait, je sais que c'est paradoxal de le dire comme ça, où en fait c'est la déconstruction de tous nos modèles faux, on va vers la reconstruction de nouveaux modèles qui sont beaucoup mieux. On est en train en fait d'intégrer toutes nos observations qu'on a eues sur soi-même, sur le monde, sur tout, sur sa propre rage, sur ses propres émotions, sur ce qui va mal et bien dans le monde et le pourquoi, etc. On a observé plein de choses, tout ça, ça va dans le pot, ça mélange, ça fait une explosion, tout se déconstruit et on reste avec rien à part de la matière brute en fait. Et c'est ça le processus de la dépression. Et une fois qu'on a la matière brute, de base, on peut reconstruire. En fait, ce n'est pas comme si on reconstruit, cela se reconstruit tout seul. Ça se reconstruit tout seul, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il construit. Quand il peut, quand il a la possibilité, la matière et la liberté, il va construire ces nouveaux modèles et on va aller dans le monde avec une nouvelle énergie et beaucoup plus précis qu'avant, beaucoup plus exact. Et on va faire moins de conneries, on va causer moins de désastres et on va être beaucoup moins malheureux. Et ça, on va devoir le réitérer plein de fois dans la vie. Et c'est ça une vie qui mène à quelque chose. Et en fait, vers plus de sagesse. Et si vous n'aimez pas la parole sagesse, moi je ne l'aime pas trop non plus, on peut simplement dire, on devient un peu moins con. Voilà, très bien, c'est déjà très bien. Alors tout ça, en fait, ça vaut pour tout le monde, mais ça vaut triplement pour les non-neurotypiques. Parce que beaucoup de cette problématique est liée à des projections de soi-même sur le reste du monde et surtout sur les autres personnes. Et plus qu'on est non-neurotypique, plus qu'on est neurodivergent, plus il y a cette différence entre la réalité et notre projection, et plus ce malheur est grand, mais aussi souvent, plus on est capable de faire tout ce travail que je viens de dire. Alors, beaucoup de ce que je viens de dire est à la base aussi de ce que j'ai décrit dans mes livres. Alors, si vous voulez, jetez un coup d'œil sur les liens ici-bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Encore un super merci à tous les gens qui like, qui s'abonnent, qui partagent, etc. Vous êtes super phénoménal. Merci beaucoup et à la prochaine.